Panel politique américain, Azeb Oueldegorkis, notre correspondante à Washington, Raphaël Jacob, chercheur associé de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, étant donné qu'on surveille beaucoup ce qui se passe en Israël, les derniers développements et tout ça, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est perçu comment par les États-Unis? Première question peut-être pour Azeb. Bien, écoutez, la situation est très complexe. Évidemment, pour les États-Unis, ce qui est le plus important, c'est vraiment la situation des otages. John Kirby a donné une conférence de presse seulement audio et non vidéo, où ils disent que voilà, ils sont pour une pause humanitaire, pour que les otages puissent sortir. Et tant qu'il n'y a pas la libération des otages, si vous voulez, on ne parle pas de cessez-le-feu ni quoi que ce soit. Donc, et pour tout ce qui est l'opération terrestre imminente, on dit que c'est une opération qui est en train de s'étendre. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais les États-Unis affirment qu'en fait, toutes ces questions-là devraient être posées évidemment aux forces israéliennes, que les Américains n'ont pas vraiment de mots à dire là-dessus. D'ailleurs, Joe Biden a dit qu'il n'a pas dit à Benjamin Netanyahou de faire ou de ne pas faire l'opération terrestre. Mais ce qu'on entend évidemment dans les coulisses, c'est que vraiment les États-Unis essayent vraiment de mettre un peu le frein sur cette opération terrestre parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On sait que le Hezbollah a peut-être menacé que si jamais une opération terrestre, là, il va y avoir les autres pays dans la région qui pourraient s'impliquer malgré les avertissements des États-Unis qu'il ne fallait pas que les autres pays s'impliquent. Donc vraiment, on suit la situation de très près. Hier, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a dit qu'évidemment, ils ne veulent pas une escalade de la violence, mais il y a quand même 2 sites qui ont été attaqués par les États-Unis. Donc on veut dissuader évidemment toute potentielle expansion de ce conflit, évidemment. Et Raphaël, en fait, on a l'impression que l'objectif, c'est beaucoup plus de détruire le Hamas que d'aller chercher les otages puis de les ramener. Alors, les États-Unis, comment ils voient ça? Oui, d'un point de vue israélien, c'est vrai, Véronique. En même temps, Azeb vient de mettre elle-même le doigt sur le bobo, c'est-à-dire le contraste entre le message américain en public et celui qui est véhiculé en privé. En fait, ce qu'on a appris cet après-midi même via le Washington Post, c'est essentiellement une confirmation du plus gros secret polichinelle en géopolitique depuis les 2 dernières semaines. C'est-à-dire qu'en privé, M. Biden et ses alliés, ses employés, ses conseillers disent très clairement à M. Netanyahou et son gouvernement en Israël de ne pas procéder avec une invasion complète terrestre de Gaza. Et soit dit en passant, ça fait plus de 2 semaines que le gouvernement israélien essentiellement annonce qu'on va aller de l'avant. Et aux dernières nouvelles, ça n'a toujours pas eu lieu. Donc, ce n'est pas une garantie que ça n'aura pas lieu. C'est simplement un signe que lorsque le géant américain, le voisin américain, le grand frère américain tire de son côté et dit « Écoutez, vous seriez peut-être mieux avisé de ne pas aller de l'avant. » Lorsqu'on est Israël, on n'est pas un État, disons-le, franchement, entièrement indépendant. Oui, techniquement, c'est un État souverain, mais c'est un État qui a foncièrement, fondamentalement besoin de l'appui des États-Unis pour même pouvoir survivre dans la région. Donc, il y a ça à considérer. D'un point de vue politique interne, et ça, je crois que c'est fondamentalement important à comprendre. Pour M. Biden, il y a des dynamiques de politique interne qui viennent s'ingérer dans tout ça. C'est-à-dire que premièrement, dans les 24 dernières heures, il y a eu une rencontre à huis clos à la Maison-Blanche avec lui et des leaders musulmans américains. Et de tout ce qu'on en a compris, il lui aurait carrément tiré l'oreille en disant « Écoutez, M. le Président, nous, on veut un cessez-le-feu. On veut que vous preniez une position beaucoup plus claire en faveur de la défense des civils palestiniens, un soutien moins, disons, indéfectible à Israël, etc. » Donc, il y a ces tensions-là à l'intérieur même. Et il y a également ceci. Les répercussions potentielles de la crise, si justement elle prend de l'expansion, Azeb parlait d'une expansion possible, le fait qu'à Washington, on n'en veut pas. Pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas? Évidemment, il y a les composantes internationales, mais aussi les composantes domestiques. C'est-à-dire que si jamais on devait tomber dans une situation où, par exemple, l'Iran sautait à pieds joints dans le conflit, imaginez ce que ça pourrait faire au cours du pétrole. La dernière fois qu'on a eu une période d'inflation aussi élevée, c'était il y a 40 ans, et 2 des plus importantes forces qui avaient contribué à l'inflation dans les années 70, c'était 2 chocs pétroliers survenant dans le contexte de crise au Moyen-Orient. En 1973, la guerre du Yom Kippour. En 1979, la révolution islamiste, justement, en Iran. On ne veut pas répéter ça dans un climat de réélection pour M. Biden où, on le sait, l'inflation, et ça inclut les prix de l'énergie, est un facteur qui est absolument capital présentement. Oui, on sent qu'il marche sur un fil de fer, mais en même temps, l'ONU, plusieurs pays demandent depuis plusieurs jours une trêve en disant qu'il faut que l'aide humanitaire soit capable d'entrer parce que c'est pas suffisant. 74 camions en 6 jours, il devrait y en avoir une centaine par jour. Est-ce dire donc, Azeb, que non seulement la pression des États-Unis, mais la pression internationale tout court, bien, en ce moment, ça donne pas de résultat?
Non, voilà, exactement. Écoutez, normalement, d'ailleurs, c'est le porte-parole des Nations Unies qui l'a dit, il y a 500 camions qui vont à Gaza pour l'aide humanitaire. Là, il y en a environ une douzaine, donc c'est beaucoup moins. Et en plus, la situation est beaucoup plus terrible. Hein. C'est des bombardements quand même depuis plus de 20 jours. Donc, il y a une résolution qui a été proposée par la Jordanie pour une trêve, pour un cessez-le-feu. Et le veto est venu des États-Unis, entre autres, et d'Israël. Le Canada a d'ailleurs essayé de mettre un amendement. On a vu l'ambassadeur Bob Ray affirmer qu'il fallait absolument condamner l'attentat du 7 octobre du Hamas. Ce à quoi a répondu le Pakistan, l'ambassadeur du Pakistan, il a dit d'accord, on peut rajouter ça, mais il faudrait aussi rajouter que, et ça je cite l'ambassadeur du Pakistan, que Israël occupe des territoires depuis plus de 50 ans. Donc il y a vraiment un débat aux Nations Unies sur la situation extrêmement complexe d'Israël. On sait que le secrétaire général, l'ambassadeur israélien a réclamé sa démission cette semaine parce que le secrétaire général a dit qu'en fait, c'est 56 années d'occupation israélienne sur le territoire palestinien. Et là, il a reçu évidemment la fronde de l'ambassadeur israélien en disant qu'il était en train de justifier les attentats du 7 octobre. Aujourd'hui même, l'ambassadeur israélien aux Nations Unies a affirmé que c'est vraiment une honte qu'on ne parle pas assez des attentats du 7 octobre. Donc, évidemment, aux Nations Unies. Puis c'est là aussi qu'on peut voir exactement où les États-Unis se situent lorsqu'ils sont en train de voter. Et le débat a toujours lieu et ce n'est pas encore réglé, là. Et Véronique, je tiens à enchérir un point, sur un point rapidement qu'Azad vient mentionner. Lorsqu'elle a parlé de la motion de la Jordanie, pour la simplifier, là, on proposait, on mettait de l'avant une motion qui demandait une trêve humanitaire durable. Or, on parle du positionnement d'Israël et des États-Unis, là. Le vote s'est conclu essentiellement à 120 pour, 14 seulement contre. Dans les 14, on avait les États-Unis. Donc, il faut réaliser que plus le temps avance et plus la riposte israélienne se fait sentir, se fait voir, et évidemment, avec tous les dommages collatéraux épouvantables qu'on voit, plus ça devient difficile d'un point de vue diplomatique à l'international pour les États-Unis de continuer à offrir un soutien indéfectible à Israël. Il y a ça aussi à considérer qui est vraiment pas évident présentement. Bon, alors, on va continuer de surveiller ce sujet-là, mais je veux vous entendre aussi, évidemment, sur le Lewiston, parce que c'est l'autre histoire en développement là, pour laquelle on suit ça de très près en ce moment. Azeb, est-ce que je me trompe ou Joe Biden n'a pas encore fait de sortie publique? On ne l'a pas vu, c'est seulement Kamala Harris. Non, écoutez, aujourd'hui, il rencontrait le numéro 2 chinois, donc il a un horaire très occupé. Comme Raphaël l'a dit tout à l'heure, il rencontrait aussi ces leaders-là. Mais il y a eu 2 communiqués qui sont sortis. Depuis le début, Joe Biden réclame vraiment une restriction des armes à feu, du contrôle des armes à feu. Donc il a redemandé, il a dit « Je demande aux républicains de protéger la population américaine, si vous voulez ». Ce qui sera intéressant dans le cas du Maine, est-ce que le Maine va commencer à restreindre déjà ses lois sur l'armement, parce que c'est très permissif là au Maine. Vous avez le droit d'acheter des armes d'assaut, il n'y a pas de loi du drapeau rouge. Donc ça reste extrêmement un État où c'est permissif. Donc il faudra surveiller, voir si vraiment ils vont finalement rendre ce contrôle-là beaucoup plus difficile. Joe Biden n'est pas sorti, plusieurs communiqués. Le drapeau de la Maison-Blanche est toujours en berne. Et c'est malheureusement, Véronique, une histoire qui se répète depuis plusieurs années. Ces tueries, ces fusillades, on parle de 565 fusillades depuis le début de l'année. C'est énorme. Et il n'y a rien vraiment qui se fait. On dirait qu'il y a une paralysie là, au niveau du Congrès là-dessus. Exactement. Et pourtant, il y a un représentant du Maine qui était contre le bannissement des armes à feu, puis là, qui est en train de dire, bien, finalement, il faudrait apporter plus de restrictions. Et Raphaël, pourtant, j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette discussion-là après Uvalde, après Newtown aussi, au Connecticut. Et à chaque fois, on se dit, ça va changer parce qu'il y avait des enfants à ces moments-là qui avaient été parmi les victimes. Si ça n'a pas changé les 2 dernières fois, les 2 exemples que je viens de vous donner, à quoi on peut s'attendre cette fois-ci? Pas grand-chose, j'imagine. Effectivement, en 3 mots, pas grand-chose. Les gens encore plus cyniques diraient qu'en un mot, la réponse, c'est rien. En même temps, il y aurait peut-être un bémol à poser. Je pense qu'Azeb elle-même l'a bien fait. C'est-à-dire qu'au niveau fédéral, effectivement, qu'on ait un représentant à la Chambre sur 435 qui change la veste de côté, est-ce que ça va changer quelque chose concrètement? Non. Par contre, au niveau des États, comme le Maine, est-ce que là, il peut y avoir de la législation qui serait proposée, qui serait adoptée potentiellement? Gardez en tête, on cite continuellement l'exemple de Newtown, évidemment au Connecticut en 2012. Ce qu'on oublie, c'est que même si dans la foulée de cette effroyable fusillade-là, le Congrès américain n'avait pas légiféré pour resserrer le contrôle des armes à feu, l'État du Connecticut, lui,
l'avait fait. Donc, dans cette perspective-là, oui, je suis d'accord qu'il y a quelque chose à suivre dans ce dossier-là, mais pas au niveau fédéral. Ça ne bougera pas. Et ce n'est certainement pas le fait que M. Biden sorte ou ne sorte pas publiquement pour une énième fois pour demander un renouvellement de l'interdiction fédérale des armes d'assaut que ça va changer quoi que ce soit concrètement, législativement au Congrès américain. Alors, Azeb, on peut s'attendre à quoi à ce moment-là pour la suite? Est-ce que vraiment c'est le statu quo? Parce que même chez les démocrates, on voit qu'ils ne s'entendent pas là-dessus. Bien, il va y avoir des débats, il va y avoir encore plus de débats, évidemment, là-dessus, comme à chaque fois, malheureusement. Vous savez, après Sandy Hook, puisqu'on parlait quand même d'une vingtaine d'enfants qui ont été tués, c'était quand même extrêmement gros. Même le Premier ministre de l'Australie avait écrit une lettre ouverte en disant « Écoutez, suivez l'exemple de l'Australie. On a changé nos lois, on a restreint vraiment l'accès aux armes et il y a vraiment une diminution des tueries, des fusillades. » Il a écrit une longue lettre ouverte d'opinion. Il y a eu des débats, mais ça n'a pas changé. Alors imaginez-vous, pour des enfants, même à Uvalde, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Il y a eu une restriction en disant donc, est-ce qu'on devrait vérifier les antécédents judiciaires, psychiatriques entre 18 et 21 ans? Oui, il faudrait les vérifier. Ils se sont entendus là-dessus, mais il a fallu qu'ils débattent pendant plusieurs jours et finalement, ils se sont entendus sur des petites choses comme ça. Donc, c'est un débat qui revient souvent. Et vous savez, la National Rifle Association, évidemment, a énormément de pouvoir sur les élus. Ils payent, si vous voulez, ils payent beaucoup d'argent, que ce soit je parle du sénateur, par exemple, Tom Cotton, ou encore de la sénatrice du Tennessee, Marsha Blackburn, qui a reçu plus d'1 million de dollars. Donc, il y a tout ça aussi. Il y a ces montants d'argent qui sont envoyés à ces élus. Donc, ça reste quelque chose. C'est toujours le deuxième amendement, le droit de porter cette arme. C'est la Constitution qui est brandie à chaque fois. Donc, ça rend les choses très difficiles pour changer quoi que ce soit. La Constitution et la NRA qui est extrêmement puissante comme lobby. Merci, Azeb. Merci, Raphaël. C'est vraiment un plaisir de faire le panel avec vous. Merci, Véronique. Merci, Véronique. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.